Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission littéraire Préface, le 23e pour être plus précise. Cette émission spéciale est dédiée à Monsieur Mario Mouradel, notre PDG visionnaire et très engagé de la chaîne Éclair Télévision, qui nous a quittés mercredi 19 octobre. Toute l'équipe de l'émission Préface se joint à moi pour lui rendre un vibrant hommage. Aujourd'hui, nous avons sur le plateau une autrice martiniquaise qui a sorti son premier roman au titre singulier, La prophétie des sœurs Serpent, paru aux éditions Slalom. Un peu d'histoire. Une nouvelle vague de jeunes auteurs aux Antilles s'inscrit dans un courant, ou qui est en passe d'en devenir un, la décolonialité. Pour comprendre ce concept, il convient d'abord de comprendre ce qu'est la colonialité. Pour commencer, quelques définitions. Le colonialisme, tout d'abord, est un régime économico-politico-juridique au sein duquel la souveraineté d'individus est appropriée et dominée par d'autres. Le plus souvent, c'est une nation qui est contrôlée et violemment conquise, colonisée par une autre. D'après Enrique Dussel, philosophe, historien et théologien d'origine argentine, naturalisé mexicain, la modernité est un système dans lequel la société européenne, s'appuyant sur l'idée de progrès, de développement et du mythe de civilisation, est promue au rang de modèle à vocation universelle. La colonialité, c'est un concept qui montre la persistance de la domination des formes de pensée modernes et coloniales dans le monde contemporain et qui met en évidence ses influences dans tous les champs de la société. En clair, l'enjeu de la décolonialité serait, comme le dit Aníbal Quijano, sociologue et théoricien politique péruvien et membre du groupe Modernité-Colonialité, de sortir de la prison de l'eurocentrisme en tant qu'orientation des connaissances, pour se libérer définitivement de l'idée de race et de racisme, ainsi que des rapports de domination entre genres. Malcolm Ferdinand, ingénieur martiniquais en environnement, docteur en sciences politiques à l'université de Paris Diderot et chercheur au CNRS, s'inscrit lui aussi dans ce courant. On peut le voir dans son essai intitulé « Une écologie décoloniale », penser l'écologie depuis le monde caribéen. Par conséquent, on observe dans la jeune génération d'autrices et d'auteurs une nécessité d'interroger leur société sur un autre angle que celui de la négritude ou de la créolité, sans pour autant renier ni rejeter en bloc les courants de pensée des écrivaines et écrivains qui les ont précédés. Isis Labo-Caberia, l'auteur que nous recevons aujourd'hui, est diplômée donc du bachelor en sciences sociales ainsi que du master de droit de Sciences Po Paris en 2016. Elle a également étudié durant son cursus la sociologie de la race et du genre, ainsi que l'anthropologie des nations et du nationalisme à l'Université de Columbia de New York en 2012. Enfin, durant une année de master à l'EHE2S à Paris, elle s'est spécialisée dans l'histoire de l'esclavage, l'histoire du genre et l'histoire coloniale de la Caraïbe et de l'Afrique de l'Ouest en 2020. Elle a aussi conçu un podcast, La Griotte Vagabonde, le podcast qui vous fait vagabonder dans l'histoire de l'Afrique et ses diasporas aux Amériques, dans la Caraïbe, comme elle le dit elle-même. Bienvenue Isis. Merci Laure. Alors, en fait, le principe de cette émission, c'est une conversation que nous aurons donc à propos de ton livre. Me permets-tu de te tutoyer? Bien déjà, sûr. Je suis en train de le faire, en fait. Donc, alors, c'est vrai que je t'ai un petit peu présenté globalement, mais est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Qui es-tu, Isis Labo-Caberia? Et depuis quand date ton intérêt pour l'écriture et surtout pour l'histoire? Alors, mon intérêt pour l'écriture et l'histoire, il remonte à l'enfance. J'aime souvent raconter cette anecdote, mais en fait, elle est vraiment fondatrice dans mon parcours de vie.
au-delà de mon parcours d'écrivaine, c'est que j'ai grandi aux côtés de ma grand-mère, qui s'appelle Yvette, qui a 94 ans, qui donc passait beaucoup de temps à me raconter ses souvenirs de son enfance, de son adolescence dans la Martinique des années 30, 40. Ma grand-mère, en fait, c'est donc la fille d'une descendante d'engagés indiens, tamouls, et puis d'un petit paysan sans terre. Et donc, elle a grandi dans la Martinique coloniale, le Saint-Pierre colonial, plus précisément, dans les années 1930. Dans les couches vraiment les plus précaires, les plus paupérisées de la société coloniale. Et elle a un vécu que je trouve absolument incroyable, de combativité, de résistance, de résilience, mais qui finalement n'est pas si incroyable que ça, parce qu'en fait, quand on regarde un peu autour de nous, des histoires comme celle-là dans les familles antillaises, on en a tous et toutes. Une grand-mère comme celle-là, une figure maternelle ou de grand-mère, de matriarche comme celle-là, on en a tous et toutes. Et finalement, ces longues discussions avec ma grand-mère sur son passé, sur la Martinique d'antan, m'ont très tôt sensibilisée à, je dirais, la beauté et la puissance des petites histoires, de ce qu'on décrédibilise souvent comme des petites histoires, mais qui en fait sont une porte d'entrée absolument fascinante sur ce qu'on appelle la grande histoire. Et c'est surtout ce décalage finalement que j'observais entre l'histoire qui m'était enseignée à l'école et puis cette histoire que je découvrais à travers la vie de ma grand-mère, la grande histoire que je découvrais à travers la petite histoire d'Yvette, que j'ai pu vraiment prendre conscience très tôt, très jeune, de cette pluralité finalement des histoires et ça a vraiment jeté les bases de ce qui allait devenir plus tard ma réflexion sur le caractère politique finalement, de ce qui est considéré comme l'histoire nationale, l'histoire officielle, le discours historique national officiel. Le roman même national. Oui, tout à fait. Donc l'intérêt pour l'histoire, il remonte à cette époque-là. L'histoire avec un grand H, comme avec les histoires avec un petit H. Et puis, sans faire mes études donc à Sciences Po, vous avez rappelé mon parcours universitaire, cet intérêt, il s'est confirmé. Les sciences sociales sont venues me donner, on va dire, structurer ce qui était déjà un intérêt depuis longtemps. Et puis, avec ce premier roman, La prophétie des saints serpents, j'ai tenté en fait de réconcilier ces deux casquettes qui sont les miennes depuis longtemps, d'un côté la recherche, l'histoire, la sociologie, et puis de l'autre ce côté plus créatif, d'autrice au sens large, de fiction comme de non-fiction. Et ça me tenait vraiment à cœur de mener un projet qui puisse réconcilier allier les deux, puisque je pense que les histoires sont extrêmement puissantes. Je pense que les histoires sont extrêmement puissantes et que j'ai du mal presque à penser à un canal plus puissant que celui des histoires pour faire passer des messages, sensibiliser, éduquer, ouvrir les horizons, éveiller les consciences. Donc quel meilleur moyen finalement qu'un roman historique pour faire passer cette histoire, mais d'une façon qui ne s'adresse pas uniquement à ce que j'appelle le cerveau gauche, qui ne s'adresse pas uniquement à l'esprit, à l'intellect, mais aussi aux émotions. Qui s'adresse effectivement à ça, puisque c'est un roman qui est très documenté, sourcé, qui est axé sur mes recherches, mais qui s'adresse aussi, comme vous l'avez bien dit, vous l'avez compris, aux émotions, à l'imaginaire. Je pense que c'est une histoire qui est très lourde, très difficile, et j'avais envie de proposer ce format qui apporte aussi cette forme de respiration et de rêve, d'espoir et de projection vers demain. Alors, on va y revenir tout à l'heure. Alors, je précise, Isis, que tu as le droit de me tutoyer. Ah mais oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, suite à ce que tu viens de dire, donc, est-ce que c'est pour ça que tu avais, avant d'écrire ce roman, créé ton podcast? Tout à fait. Donc, La Griotte Vagabonde. Vagabonde. On l'a dit, à la martiniquaise. Voilà. La Griotte Vagabonde. Oui. Alors, en fait, moi, le titre de ce podcast m'a interpellée. Parce qu'en général, il y a le mot griot et je ne le connaissais pas au féminin. Alors, pourquoi as-tu voulu féminiser
Et qu'est-ce que ceux qui nous écoutent et qui nous regardent peuvent découvrir à travers ce podcast qui est très intéressant, je rappelle? Merci. Déjà, pour expliquer, avant même de parler de la féminisation du mot, pour expliquer, parce que je pense que peut-être que tous les auditeurs, spectateurs ne connaissent pas ce qu'est un griot. Les griots, c'est une corporation dans les sociétés d'Afrique de l'Ouest, plus précisément dans l'Empire mandingue à l'origine, qui sont finalement les historiens traditionnels de ces sociétés. Exact. Donc, qui sont les conteurs de génération en génération qui se passent des récits, puisqu'on est griot en général de père en fils ou de mère en fille, donc qui se passent ces récits et qui sont capables de reconstituer l'histoire de toute une lignée, de tout un village, de toute une communauté finalement. Tout à fait. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir que dans les traditions épistémologiques extra-européennes, il n'y a jamais finalement eu d'opposition, de dichotomie entre un travail intellectuel et cette objectivité de l'intellectuel de l'historien, d'une part, et d'autre part, quelque chose qui soit plus de l'ordre de la créativité, Absolument. de l'art. Et donc les griots, ce sont des historiens, mais ce sont aussi des conteurs, des musiciens, des artistes. Et ils content l'histoire en s'accompagnant de chansons, de la kora, du balafon, etc. Donc, déjà, cette comparaison, je la trouve passionnante en termes vraiment épistémologiques pour comprendre finalement ce que la colonisation aussi a entraîné comme perte en termes de façon d'appréhender le savoir. Et qu'est-ce qui va être considéré comme un savoir légitime, comme une façon légitime de transmettre le savoir ou non? Finalement, même notre conception selon laquelle de ce qu'on considère comme objectif ou subjectif, tout ça c'est très politique et puis c'est très empreint de colonialité. Absolument. Comme tu disais, comme tu le rappelais au début en expliquant la définition de ce qu'est la colonialité, la décolonialité. Donc moi je m'inscris dans cette démarche décoloniale où non seulement les sujets que j'aborde, et donc le podcast, ça a été mon premier essai, les sujets que j'aborde, il y a cette démarche décoloniale qui est centrale, puisque à travers ce podcast, j'ai voulu donner la voix aux silencieux de l'histoire, aux silencieux des archives, ces personnes qui étaient les personnes qui étaient mises en esclavage, qui finalement n'avaient pas de voix. Voilà, qui n'avaient pas de voix, les travailleurs de la terre, les petits paysans, les femmes, toutes ces personnes qui étaient sujettes à des systèmes de domination raciaux, économiques, et qui n'avaient pas accès au privilège de l'écriture, au privilège de se dire. Et d'écrire, a fortiori. Et d'écrire a fortiori, et donc qui étaient systématiquement réduits au statut d'objet du récit des autres. Donc ces personnes apparaissent bien sûr dans les archives coloniales, mais elles sont dites par... Elles sont dites par le planteur, le planteur esclavagiste, elles sont dites par l'officier judiciaire qui rédige le procès-verbal de justice, mais elles ne se disent pas elles-mêmes. Donc c'était vraiment dans cette démarche, on a d'ailleurs un courant qui s'appelle le courant des études subalternes en histoire. Voilà. Bon, on en reparlera après, je ne vais pas court-circuiter la question. Tu peux y aller. Okay. Donc effectivement, ce courant-là qui s'intéresse donc aux petites gens, ce qu'on appelle les petites gens, celles qui ont tendance à ne pas compter, et pourtant c'est à travers elles. Ça m'a fait un peu penser à ce que faisait Zola. Zola a donné la parole à des gens dans la société dont on ne s'occupait absolument pas. Les classes laborieuses, etc., qui n'étaient jamais des sujets d'histoire, mais qui étaient juste dans un décor de l'histoire. C'est ça, exactement. Donc le courant des études subalternes, pour la petite histoire, il est apparu dans les années 60 en Inde. Donc c'est vraiment un courant de pensée du sud global, en fait. Et donc en histoire, ça nous amène, dans la position de chercheur en histoire, ça nous amène à appréhender l'archive d'une autre façon, poser des questions différentes à l'archive, puisqu'on va aborder l'archive en cherchant à reconstituer ces voix qui sont silenciées dans l'archive elle-même et qui ont ensuite été très longtemps silenciées par l'historiographie, par le travail des historiens qui, quand il s'agissait d'histoire caribéenne, d'histoire coloniale, d'histoire américaine, étaient souvent, faisaient finalement une histoire très européano-centrée du point de vue colonial.
Donc, finalement, pour revenir au podcast, puisque c'était ça la question à la base, l'idée pour moi d'intituler même ce podcast La Griotte vagabonde reflète ce parti pris décolonial et ce parti pris qui se voit à la fois dans les sujets traités, puisque on parle d'une histoire par en bas. Tout à fait. Une histoire par en bas, c'est une histoire sociale plutôt qu'une histoire économique, politique, des grands faits techniques, des grandes prouesses de conquête. Là, on parle d'une histoire sociale, d'une histoire par en bas, d'une histoire des petites gens, comme tu le disais. Et puis, ce parti pris décolonial, il se traduit aussi dans le format, puisque on est dans une... Je cherche à interroger nos conceptions mêmes de ce qui est le travail d'historien, de ce qui est objectif ou non, subjectif ou non. Et donc, finalement, je me mets un peu dans la peau d'une griotte. D'accord. Je raconte l'histoire, mais je la conte également. D'accord. Je mets l'histoire en scène. Je l'incarne au sens propre du mot incarner, puisque le récit est incarné, plutôt que de raconter des faits historiques très abstraits, qui sont très aussi froids. un peu détachés, en fait. Je veux dire que quand on écoute certaines choses, bon, on a du mal à se sentir concerné, impliqué, alors que là, effectivement, dans ton podcast, on a le sentiment que c'est comme si tu nous racontais une histoire, mais cette histoire-là, elle est quand même basée sur des faits précis. Tout à fait. Mais tu ne racontes pas à la manière, donc, je vais dire, occidentale. Voilà. Donc il y a des reconstitutions, des scènes immersives, de reconstitutions immersives avec des effets sonores, et on a vraiment l'impression de vivre l'histoire. Et je choisis toujours des points d'entrée dans l'histoire qui soient incarnés, donc des personnes en fait, qui ont des histoires un peu extraordinaires qui surgissent des archives. C'est le cas par exemple le premier épisode que j'avais fait sur l'histoire des Ouest-Africains musulmans qui ont été déportés en esclavage aux Amériques. Et puis c'est quelque chose qu'on ne sait pas, mais en fait ces personnes ont joué un rôle prépondérant dans beaucoup de révoltes, de révolutions d'esclaves qui ont émaillé les Amériques et la Caraïbe. Et on a des histoires fascinantes comme celle de ce prince Peul qui, au XVIIIe siècle, est kidnappé dans la Guinée actuelle, l'empire du Fouta-Djallon, et qui se retrouve esclave dans le Massachusetts, ou je ne sais plus, aux États-Unis, et qui a un parcours de vie incroyable puisqu'il arrive à être émancipé, affranchi, et puis à organiser toute une campagne soutenue par le mouvement abolitionniste de l'époque pour attirer l'attention du président des États-Unis et solliciter qu'un bateau soit affrété pour qu'il puisse revenir en Guinée, ce qu'il parvient à faire à la fin. Donc on a des histoires comme ça absolument fascinantes, et j'ai envie de mettre ça en valeur en fait. Mais dis-moi, est-ce que ce podcast est-ce que tu as pu le partager par exemple dans des écoles, dans des lycées? Pas du tout. Pas du tout. Il y a encore un frein à cette histoire-là, c'est-à-dire que la décolonialité n'est pas encore parvenue à rentrer dans les programmes officiels. Ah non, ça c'est sûr et certain. D'accord. Ouais. Alors, on va poursuivre cet entretien. Alors, à ton avis, comment expliques-tu, parce qu'il y a toi, mais je suis un petit peu la jeune génération d'auteurs, j'ai l'impression surtout en Martinique, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est surtout en Martinique. Qu'est-ce qui vous fascine tant dans cette décolonialité? Parce que je sens effectivement que les jeunes gens de ta génération ont décidé, ont compris qu'il fallait prendre les choses, je ne veux pas dire à l'envers, c'est pas à l'envers, mais il fallait avoir une autre entrée pour pouvoir s'approprier soi-même. Alors, qu'est-ce qui vous fascine tant dans ce fait de décolonialité? Je pense que on a procédé par étapes finalement. Tu sais, en sociologie, on appelle ça les turns. Donc on a le cultural turn, le linguistic turn, le social turn. Et là, je pense qu'on est dans le decolonial turn en fait. D'accord. À mon sens, le fait de parler de décolonialité, enfin de colonialité ou de décolonialité, plutôt que de parler de colonisation, de post-colonisation, c'est que ça nous permet d'appréhender ces phénomènes comme des constructions dont les effets perdurent encore, plutôt que de les appréhender comme des événements historiques circonstanciés dans la chronologie. Comme s'ils étaient terminés. Voilà, comme on le fait avec l'esclavage, dans la façon dont l'esclavage est enseigné. Donc l'esclavage, décret d'abolition avril 1848, l'esclavage est aboli dans toutes les colonies françaises, point.
Ensuite, on passe dans la période post-esclavagiste, sauf que cette rupture n'est pas nette comme ça. Elle n'est pas nette, et il en va de même pour la colonialité. Le fait de parler de colonialité, on met l'accent moins sur cet événement qui prendrait fin en 1946 avec la loi de départementalisation, hein, ou dans les années 60 avec les décolonisations, l'Algérie, etc. On met davantage l'accent sur un système qui est en fait un fait social total. C'est-à-dire que tu l'as très bien dit au début, ça infuse tous les champs de la société. Exact. Au-delà même des champs de la société, si tu veux, maintenant on a le dernier courant de recherche un peu en émergence, c'est ce qu'on appelle les études psychosociales, qui montrent le lien entre ces phénomènes sociaux macro de grande échelle et puis la façon dont les individus, donc à très petite échelle, se constituent. Psychiquement. Et on parle, du coup, maintenant, on commence à parler de transgénérationnel, de trauma transgénérationnel liés à l'esclavage, liés à la colonisation, etc. Donc je pense vraiment que cet intérêt pour la décolonialité, hein, il vient de là, du fait que c'est un outil qui permet d'appréhender, je pense, de façon plus complète la réalité que nous vivons. La réalité sociale dans laquelle on vit. Et surtout qui est un peu comme un verbe d'action. C'est-à-dire qu'on parle d'un processus de décolonisation. Tout à fait. Donc ça pose des questions sur le présent et ça pose des questions sur le futur. Finalement, je trouve que c'est quelque chose de très futuriste qui fait le trait d'union entre le passé, le présent et demain. Exact. Parce que c'est vrai qu'on a eu tendance à penser qu'après 1848, ça y est, tout était fini. Ça y est, on est libre et puis on commence une vie normale, alors que bon, on voit encore en 2022 les répercussions de certaines choses. Alors, venons-en au roman maintenant, directement. Je voulais quand même faire tout ce cheminement pour comprendre, parce que, je veux dire, tu t'es pas levé un matin en disant « je vais écrire la prophétie des sœurs serpents ». Il y a eu effectivement toute une réflexion qui t'a amené à cela. Alors, moi, le titre, et c'est pour ça qu'on va en venir... à l'image que tu as vue, le titre m'a fait penser au départ à la prophétie des Andes. Mais alors pourquoi ce choix-là, la prophétie des sœurs serpents? Pourquoi le mot prophétie? Pour être tout à fait honnête, bon, la prophétie, c'est un élément du récit, hein, de l'intrigue. Hein. Il y a une prophétie, une vieille prophétie Kalinago, pour être plus précise, hein, amérindienne, qui va être l'élément déclencheur de toute cette aventure qu'est le roman. Et puis ça a été, oui, je pense que ça a été sorti comme, comment dire, je pense que c'est une image assez représentative des différentes facettes du roman, à la fois ce côté historique, ancien, et puis aussi ce côté fantastique. Ce côté presque archivistique, puisqu'on évolue dans le passé, hein, dans toute une... on va en parler justement, voilà, tout à fait. Mais aussi, il y a quelque chose avec une prophétie. La prophétie lie le passé et le futur, finalement. Une prophétie, c'est quelque chose qui nous vient des anciens, en général, et puis qu'on doit accomplir pour créer une nouvelle donne pour demain. Donc je pense que ça fait vraiment ce trait d'union, en fait. D'accord. Alors, j'ai vu aussi que la première de couverture, donc que je montre à nouveau à l'écran, alors moi je l'ai trouvée particulièrement belle, donc elle est très colorée. Mais à travers ce que j'ai déjà lu de toi, je me suis dit, Isis n'a pas choisi ces couleurs-là juste comme ça. Je pense que ça doit signifier quelque chose. Alors, ce vert qui prédomine... Écoute, je n'ai pas choisi la couverture. D'accord. Et ça, c'est quelque chose qu'on ignore souvent, mais quand on est dans le circuit de l'édition traditionnelle, c'est l'éditeur qui a le dernier mot, à la fois sur le titre et sur la couverture. Et souvent, dans beaucoup de maisons d'édition, l'auteur n'est même pas consulté. Donc on le met devant le fait accompli. Mais il y a une petite histoire qui est intéressante quand même autour de cette couverture. C'est que j'ai choisi l'illustratrice, ce qui ne se fait pas habituellement, mais mon éditrice m'a suivi là-dessus, parce que je voulais absolument quelqu'un, à la base je voulais quelqu'un qui soit originaire de la Caraïbe. D'accord. Je voulais une femme afrodescendante caribéenne qui ait vraiment une connaissance intime de ce que ça veut dire la forêt tropicale dans la Caraïbe. Parce que la nature, la forêt, hein, toi qui as lu le livre, tu le sais, c'est un personnage à part entière du roman, c'est un protagoniste du roman. Le roman a tout un propos aussi écologique, environnemental.
Et donc c'était très important pour moi que la personne qui dessine la couverture ait cette compréhension viscérale de ce qu'est cette nature mystique. Finalement, c'est pas une Caribéenne, c'est une Réunionnaise. Je suis tombée sur son travail, sur les réseaux sociaux, et je suis tombée amoureuse. Et donc, je l'ai proposé, et puis c'est comme ça que l'aventure a commencé. Mais au final, n'ayant même pas eu de... Enfin, j'ai vraiment laissé faire, j'ai vu le résultat fini, et j'ai dit, mais en fait, elle a complètement compris. Exact. Donc, ce n'est pas moi qui ai choisi les éléments, mais ça aurait pu, effectivement, si j'avais eu à choisir, je pense que j'aurais fait à peu près pareil. D'accord. Ce vers, voilà, absolument, le propos environnemental du livre. Ouais. Alors en fait, nous sommes arrivés déjà à la première partie de cette émission. On va donc se retrouver tout à l'heure après notre coupure pub. Nous allons retrouver donc Isis Labo-Caberia pour son roman La prophétie des sœurs serpents. À tout de suite. Alors nous nous retrouvons pour la deuxième partie de cette émission. Alors tout à l'heure, je vous montrais donc à l'image le roman. Je vous confirme que la première de couverture est bien verte, mais effectivement à l'écran vous aurez tendance à voir une autre couleur. Mais je confirme, la couleur elle est verte. Donc nous allons retrouver donc Isis Labo-Caberia pour la suite de cet entretien. Donc nous étions en train de parler effectivement de tout ce processus, que ce n'est pas toi forcément, enfin ce n'est pas souvent l'auteur qui choisit, mais que là tu as pu avoir une illustratrice réunionnaise. Est-ce qu'on peut avoir son nom? Magali Suzanne. Magali Suzanne. Ben écoute, on peut lui dire merci parce que vraiment j'ai trouvé que la première de couverture était magnifique et qu'effectivement elle fait écho à tout ce que l'on peut trouver dans le livre. Alors pareil, 4 femmes différentes, d'ethnies différentes qui figurent sur cette première de couverture. Est-ce que c'est une façon de souligner que, quelle que soit l'origine des femmes, elles ont vécu ou peut-être vivent encore les mêmes tourments? Est-ce un hymne à la sororité? C'est un hymne à la sororité, mais sororité ne veut pas dire identité au sens d'être identique. Semblable. Donc non, elles ne vivent pas les mêmes tourments. Hein. L'une d'entre elles est une autochtone Kalinago amérindienne. Hein. On est en 1658. Oui. L'une d'entre elles est Kalinago. Elle assiste à la destruction de son monde par les colons, la colonisation française qui est en prémisse. L'une est Yoruba, donc c'est une ethnie dans le Nigeria contemporain, qui est déportée en esclavage, qui est une prêtresse du culte des Orishas, déportée en esclavage en Martinique. Et puis la troisième est une engagée bretonne qui arrive donc dans un contexte de colonisation, Absolument. Au départ du récit en tout cas. Et la dernière qui fait le trait d'union entre elles toutes est une adolescente contemporaine de la Martinique des années 2016, oui. Voilà, qui, par un concours de circonstances qui en fait n'en est pas un, se retrouve à faire un grand voyage temporel. Hein. Elle est propulsée dans le passé à la rencontre de ces 3 autres héroïnes. Et donc elles ont toutes des positions qui sont fondamentalement différentes dans cette société coloniale qui se met en place en 1658. Mais justement, le propos de la sororité n'est pas d'effacer les différences derrière une supposée universalité de la condition féminine, hein, ce qui a été la position pendant très longtemps du féminisme mainstream, du féminisme blanc, européen, occidental. La véritable sororité, au contraire, c'est celle qui prend en compte les différences de vécu, d'expérience, de contexte culturel, les différences dans les types d'oppression vécues, et qui ne cherche pas à les niveler. Au contraire, laisse place. Ni à les hiérarchiser. Ni à les hiérarchiser, tout à fait. Donc oui, c'est un hymne à la sororité, mais une sororité qui ne soit pas un effet d'annonce purement performatif, dans l'angélisme, toutes les femmes sont pareilles. Pas du tout, les femmes sont différentes, vivent des réalités qui sont différentes, ça n'empêche pas qu'elles peuvent nouer des solidarités. Alors c'est ce que j'ai trouvé très intéressant, parce que tout au long donc, du roman, on voit effectivement des liens comme ça qui se créent, mais chacune, alors je pense précisément à ce passage où effectivement elle se fait appeler un moment, tiens j'ai un trou de mémoire, donc il y a Elisa et elle se fait appeler, donc c'est Elisa, elles sont toutes les deux... Ouais. Et en fait, on se rend compte qu'il y a Elisa qui est vraiment la maîtresse donc, de l'homme blanc, qui est
enfin, qui est visité tous les soirs, etc. Et l'autre qui n'est pas du tout donc, dans cette façon de concevoir sa propre existence, mais qui ne la juge pas. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant parce que je me dis que très souvent, on a tendance au contraire à montrer des oppositions. Elle aurait pu la juger en disant comment tu peux accepter que ce maître te monte dessus tous les soirs. Et moi, j'ai trouvé étonnant que tu ne fasses pas d'antagonisme, mais au contraire que tu montres que malgré leurs différences, elles se soutiennent mutuellement. Tout à fait. Tout à fait. Je pense que les... Alors... Là, c'est l'historienne et la romancière qui s'expriment. Hein. Je pense qu'on ne peut pas faire de l'histoire et on ne peut pas non plus être auteur, autrice, si on n'a pas cette posture de non-jugement. Parce que finalement, on est un étudiant de l'humain, de l'humanité, dans toutes ses expressions, les pires comme les meilleures. Et les auteurs qui m'ont le plus marqué, c'était justement des auteurs comme Chimamanda Ngozi Adichie, hein, qui ont cette plume extrêmement fine et psychologique et qui arrivent, pourtant c'est une plume qui est assez engagée, mais qui parvient à faire passer ses prises de position, mais sans jamais juger les personnages qu'elle met en scène. C'est vraiment dans une posture très compassionnelle finalement. Mais c'est une forme de compassion qui ne va pas du tout amoindrir l'engagement, au contraire. Tout à fait. Donc je pense que c'est vraiment cette démarche-là qui m'a inspirée. Et puis là, pour le coup, par rapport à... là, je remets ma casquette d'historienne, mais il y a un livre qui m'a profondément marqué et qui a été un peu comme un livre de chevet pendant la rédaction de La prophétie des Sœurs Serpents. C'est un livre d'une historienne afro-états-unienne qui est décédée maintenant, hein, qui s'appelle Stephanie Kemp, qui est décédée il y a, je crois, en 2014, dans ces eaux-là, qui a écrit c'est une monographie, en fait, absolument magnifique, qui... alors, le titre en anglais, c'est Closer to Freedom. Il n'est pas traduit en français. D'accord. Plus proche de la liberté. Et elle a étudié les modes de résistance du quotidien des femmes esclaves dans le sud des États-Unis dans la période antebellum, donc juste avant la guerre de sécession. Et elle s'intéressait à ce qu'on appelle donc la résistance du quotidien. Et je trouve ça absolument fascinant. Et là, on retourne encore dans les études subalternes, étudier Comme un peu dans Beloved. Oui, étudier les perspectives et les expériences des petites gens. Mais c'est vrai qu'on a un peu eu cet écueil pendant longtemps dans l'historiographie de l'esclavage où, pendant très longtemps, on parlait de l'esclavage sans parler des esclaves. Donc on parlait de la traite, du commerce triangulaire, l'économie de la plantation, on ne parlait pas des expériences des esclavagisés. Ensuite, dans un second temps, on s'est mis à parler des expériences des esclavagisés, mais avec souvent une coloration à l'époque marxiste, des historiens communistes engagés, et qui avaient donc une fascination pour la résistance, mais un certain type de résistance. Donc Delgrès, Toussaint Louverture, la Révolution haïtienne, donc ces grands faits d'armes héroïques, très organisés, structurés, la Révolution avec un grand R, mais qui finalement étaient des formes de révolution très masculines. C'est ce que j'allais dire. Très masculines. C'est vrai qu'on a eu quelques exemples de femmes, la mulâtresse solitude, etc., très héroïques dans les standards du héros. Lumina Sophie. Lumina Sophie. Mais l'écrasante majorité des femmes n'avaient pas accès, n'avaient pas le luxe, n'avaient pas accès à ces modes de résistance. Parce qu'elles étaient tellement à l'intersection de toutes les dominations, de toutes les oppressions, en tant qu'esclaves noires, en tant que femmes, dans la hiérarchie de la plantation, la femme esclave était encore plus soumise que l'homme esclave. Donc, bien sûr, ces femmes-là n'avaient même pas accès à cette petite marge de manœuvre qui leur aurait permis de prendre les armes, de s'organiser, de marronner, etc. Souvent, elles avaient à charge les enfants de la plantation. En fait, il faut vraiment prendre conscience du fait que être un héros, pouvoir marronner, pouvoir prendre les coutelas, mettre le feu à l'habitation, c'était finalement c'était presque un privilège. Et sans du tout nier l'héroïsme, la beauté, l'importance de ces combats-là, moi j'avais envie de m'intéresser à ces petites femmes anonymes qui ne se sont pas révoltées de façon ouverte, tout à fait. mais
qui n'en résistaient pas moins. Exact. Et il y avait ces formes de résistance du quotidien qui passaient par des choses beaucoup plus subtiles. Comme Elisa, qui reçoit du café chaud, qui reçoit du café bouillant, le mépris de la maîtresse, donc de Madame Dubuc, en fait, et qui pourtant ne se révolte pas. Elle aurait pu effectivement remettre l'appareil ou alors mettre un poison dans la nourriture. Et on se rend compte effectivement que elles ne font pas cela. Et moi, ça aussi, j'ai trouvé ça intéressant. Parce que pareil, à aucun moment dans le roman, elles ne sont traitées de lâches, de manquant de courage, les jugements qu'on a tendance à avoir sur des gens qui, quand on les voit dans des situations difficiles, on dit mais c'est pas possible. Ça, c'est notre regard de contemporain. Voilà, exact. Mais après, il y a quand même de la révolte dans le roman, je le dis. Il y a quand même de la révolte. Mais c'est vrai que c'est une question très intéressante, je trouve. Et j'ai envie de partager du coup une petite anecdote du roman. Qui donc est issue, c'est la scène de bal clandestin. Donc les esclaves organisent à un moment, les femmes esclaves de cette plantation, et notamment cette Elisa qui envoie des vertes et des pas mûres et qui pourtant ne se révolte pas. Mais elle a une autre façon de se révolter, c'est qu'elle organise des bals clandestins. Donc en Martinique, on appelle ça la ligne claire, puisqu'on se réunit sous la pleine lune. Et on chante et on danse. On danse du ballet, on joue le tambour, on danse. Et ça, c'était une forme de résistance. Ça peut paraître insuffisamment politique, puisqu'on a l'impression que c'est du loisir, c'est de l'amusement. Mais la domination qui s'exerçait sur ces personnes, et sur ces femmes en particulier, passait tellement par le corps, par la négation de leur autonomie, de leur possession de leur propre corps. Ils étaient dépossédés de leur propre corps, que la résistance, de facto, elle passait aussi par le corps, par le fait de se réapproprier son corps. Absolument. Et donc, cette scène, qui est une scène qui a marqué beaucoup de lecteurs et de lectrices. Moi aussi. Je pense que vraiment, c'est vraiment une scène qui a beaucoup touché. Cette scène, elle est directement inspirée d'une anecdote issue des archives, issue de ce livre dont je parlais tout à l'heure de Stéphanie Kemp. Il y avait réellement des bals clandestins qui étaient organisés par les esclaves pour se soustraire, l'espace de quelques heures volées à la nuit, se soustraire au regard omniprésent du blanc et pouvoir se réapproprier sa sensualité, danser, se faire belle, voler des bouts de tissu. On volait des bouts de tissu dans la garde-robe de la maîtresse blanche. Et puis on se parait de tissus qui étaient des tissus luxueux, colorés, etc. Tout à fait. Interdits aux esclaves, aux femmes noires. On s'emparait dans un geste de défiance et on dansait. Et est-ce que cette frivolité, finalement, n'est-elle pas elle aussi révolutionnaire? Donc c'est ce que j'ai voulu montrer, sans juger, finalement, puisque dans le livre, on a un panorama de toutes les formes de résistance. On a la résistance armée aussi. Mais on a aussi ces formes de résistance plus subtiles, mais qui, selon moi, n'en sont pas moins légitimes et honorables. Et qu'on gagnerait à connaître pour mieux comprendre finalement nos propres trajectoires. Le quotidien en fait. En fait, c'est ce que j'ai aimé dans ton roman, c'est qu'en fait, on voit les gens vivre. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant, on les voit vivre. Moi, je me suis retrouvée à la place de chacune d'elles, surtout parce que tu utilises le pronom « je ». Alors moi, j'ai trouvé ça aussi intéressant. Donc le roman est comme ça organisé. Moi, j'ai appelé ça un roman polyphonique. Tu donnes effectivement la voix à chacune de ces héroïnes et elles racontent à la première personne du singulier, donc leur quotidien, ce qu'elles vivent, ce qu'elles pensent. Donc est-ce que c'est un choix volontaire justement de faire parler, comme tu disais, comme on disait tout à l'heure, ces petites gens, cette histoire par en bas? Tout à fait. C'est vraiment pousser la logique de l'histoire par en bas et de l'histoire subalterne jusqu'à son aboutissement. Et ce choix du jeu, il était particulièrement important pour ce personnage. Je ne sais pas si on le voit là à l'écran. Ouais. Pour ce personnage, Nonoum, donc, qui est l'héroïne Kalinago autochtone amérindienne du roman. Parce que pour le coup, en termes d'effacement et de silenciation, je pense qu'on fait difficilement mieux que celui des populations premières, des peuples premiers des Antilles. Et j'avais vraiment, en lisant en fait les archives, l'une des sources principales qu'on a à notre disposition pour étudier le monde kalinago précolonial, c'est le dictionnaire du père Raymond Breton, qui est un jésuite qui a débarqué aux Antilles dans les années 1600, alors que je ne dise pas de bêtises. Bon, en tout cas, le dictionnaire, je crois, date de 1655.
Et je trouve ça, même, quand bien même cet homme, hein, pour son époque, malgré ses biais de Bien colon, sûr, ses biais cognitifs, avait ses biais, très clairement une curiosité sincère pour ces populations. Donc, le dictionnaire, en fait, n'est pas juste un dictionnaire. Hein, il y a consigné toutes ses observations sur la culture, la cosmologie, la cosmogonie des Kalinago, leur spiritualité, etc. Mais bien sûr, toujours avec ses biais de colons européens, missionnaires, qui plus est. Mais je suis tombée sur un passage, en fait, qui a été la jeunesse du personnage de Nonoum. Dans ce passage, le père Raymond Breton raconte son altercation avec une femme chamane, donc il dit une sorcière, hein, bien sûr, avec une sorcière Kalinago, à l'île de la Dominique, ou d'ailleurs, est-ce que c'était pas en Guadeloupe? Bon, je crois que c'était à la Dominique, qui, donc, en le voyant, serait rentrée en transe. Il décrit avec beaucoup d'images, hein, c'est très imagé, comment ses yeux se sont révulsés, elle est entrée en transe, et elle s'est mise à crier en Kalinago. Et puis ses compagnons Kalinago lui ont traduit ce qu'elle disait, et apparemment, elle disait « Attachez-le-moi ». Ne le laissez pas partir, attachez-le, que je le tue, que je le déchiquette, que je le dévore, détruise, etc. Et donc le père Raymond Breton, c'est très drôle à lire parce qu'il raconte du coup son émoi et pour lui... Sa stupéfaction. Voilà, même. Et ce qu'il en a tiré, lui, c'est qu'il était d'autant plus urgent d'aller évangéliser ces gens et de leur apporter la sainte parole de Jésus parce qu'ils sont perdus. Hein. C'est ça la conclusion qu'il en tire. Mais moi, qui 4 siècles plus tard prends connaissance de cette anecdote et la lis avec ce regard critique, moi, mon imagination se met directement à vagabonder. Et là, je ressens une frustration de me dire, mais malgré toutes les techniques de lecture de l'archive, lire l'archive à contre-grain, etc., il sera totalement impossible de savoir quelle était la perspective de cette femme. Pourquoi a-t-elle agi ainsi? Exact. Et là, c'est là que l'historien se heurte à un mur, hein, ce silence de l'archive, que la fiction peut venir combler. Voilà, combler, exact. Et donc, j'ai imaginé que Nonoum, hein, cette chamane, peut-être avait-elle eu une vision de ce qui serait le futur des Kalinago s'ils continuaient à accueillir ces missionnaires, ces colons, ces envahisseurs européens. Et peut-être que c'est la raison pour laquelle elle a réagi avec autant de violence. On ne sait pas, mais en tout cas, c'est là que je suis passée vers la fiction. Exact. Personnage très, très, très attachant, Nonoum, j'avoue. Elle m'a beaucoup parlé. Alors, j'ai constaté aussi que dans ce roman, alors tu as fait un travail impressionnant sur le langage. Et là, je pense que c'est l'historienne, hein, parce qu'il y a beaucoup de notes en bas de page, parce que tu utilises beaucoup donc, le langage des Caraïbes, le langage Kalinago. Alors, on retrouve des mots qu'on connaît, comme Koulirou, Balaou, mais Chichiras, qui sont les ancêtres du maracas, Alepa, alors là j'ai découvert ce mot, galette de manioc, etc. Ouais. Donc, pourquoi c'était important ce travail sur le langage? Parce que vraiment, ne serait-ce qu'au niveau des noms et tout, il y a vraiment ce travail très important. Dans quel but? Il y a deux raisons à ça. La première, c'est que toi qui parlais de colonialité, de décolonialité, je voulais faire prendre conscience aux lecteurs et aux lectrices de ce cataclysme absolument inimaginable qu'a été la colonisation. Non pas en termes uniquement de génocide physique de ces populations qui ont été quasi exterminées. Hein, leurs descendants sont au nombre de 3 ou 4 000 à peu près à la Dominique, et c'est tout, alors qu'ils couvraient toutes les petites Antilles, et dans les grandes Antilles, on avait les Taïnos, etc. Exact. Donc c'est des populations qui ont été quasi exterminées. Mais au-delà de ce génocide physique, c'est aussi un génocide symbolique. Et ça, on n'en parle pas souvent quand on parle de la colonisation, de ce que ça a été comme catastrophe. Ça a été un génocide symbolique, linguistique. Ce sont des façons de voir le monde, de penser le monde qui ont disparu. Parce que derrière une langue, et là on est sur la fin du mois du créole d'ailleurs, hein, c'est le mois de la langue créole, et c'est Raphaël Confiant qui l'explique très bien, la langue n'est pas uniquement un moyen de s'exprimer, de communiquer, c'est aussi un outil qui façonne notre perception même notre représentation du réel, du notre monde. représentation du monde. Tout à fait. Donc il y a effectivement dans le livre des termes, des concepts Kalinago qui sont intraduisibles en français, comme par exemple, alors, Iwana Kaera Baru, je ne sais pas si je le prononce bien, hein, mais Iwana Kaera, c'est la Martinique, d'accord? Oui. C'est l'île de la Martinique. Exact.
Mais ce qui est fascinant, c'est que les Kalinago avaient un deuxième mot distinct, Yuanakaera Baru, qui signifie la terre de la Martinique. Donc ils ont un mot pour dire la Martinique et ils ont un mot pour dire la terre de la Martinique. Et déjà là, on perçoit ce que ça signifie en termes de différence dans la représentation de leur place dans ce monde et de ce qu'est la nature. Finalement, la terre de la Martinique, ses forêts, ses rivières, etc., aux yeux des Kalinago, c'était une entité à part entière, une entité vivante qui, du coup, par conséquent, méritait d'avoir son propre nom. Ils avaient aussi un autre terme qui apparaît dans le roman, alors je ne l'ai plus en tête, mais il est dans le roman, et c'est un mot qu'ils utilisaient pour dire à la fois le lieu où on est né et l'enveloppe qui entoure le fœtus dans le ventre maternel. Et c'était le même mot. Donc déjà, on voit la conception de la sacralité que ces gens accordaient à leur environnement et l'importance qu'ils mettaient dans le fait de le préserver. Hein, donc on est vraiment sur... Absolument, dans les questions continues. Juste la deuxième raison, avant que j'oublie, hein, parce que c'est ce dont tu parlais tout à l'heure quand tu disais les arepas, les galettes de manioc, tout ce vocabulaire dont beaucoup de mots subsistent dans nos langues créoles. Je voulais en fait montrer que malgré cet anéantissement quasi total des Amérindiens autochtones de nos îles, ils continuent à survivre à travers nous en réalité. Tout à fait. Dans nos guillemets de rasier, dans notre jardin créole, qu'on appelle jardin créole, jardin bocaille, tout ça c'est des techniques, des arts qui en fait nous sont hérités des Kalinago, qui se sont ensuite métissés avec les apports africains, etc., mais qui sont fortement ancrés dans une cosmovision, une façon de voir le monde Kalinago et dans des techniques de l'artisanat, des arts ancestraux Kalinago qui continuent, même si nous n'en sommes pas conscients, continuent à perdurer, à persister dans nos cultures créoles contemporaines. Écoute, c'est vraiment très, très passionnant parce que je me rends compte que ce n'est pas juste une histoire que tu racontes. Tu racontes l'histoire à travers ces 4 héroïnes. Alors, on va poursuivre. Alors, tu dis, justement, je disais, c'est notre histoire, celle de la colonisation et de l'esclavage que l'on retrouve donc dans ce roman. Alors, j'ai constaté que les hommes ne sont pas majoritaires dans ce récit. Ils véhiculent pour beaucoup une image de violence. Hein, par exemple, le maître de Funmilayo, Monsieur Dubuc, à la page 103. Alors, est-ce que tu pourrais nous lire justement ce passage qui commence par « Le maître vient alors vers moi ». Alors, à la page 103. Ah oui, tu as choisi un passage difficile. Hein. Oui, difficile. Ouais. Alors. Le maître vient alors vers moi et m'attrape la mâchoire entre ses doigts froids. Il est si proche que son parfum capiteux m'entoure comme un nuage. C'est une odeur mièvre, de jasmin, de musc et de vieille crasse incrustée qui me révulse l'estomac. L'homme glisse son index dans ma bouche pour me forcer à découvrir mes dents. On peut s'arrêter là. Donc, on voit effectivement cette violence, ou alors chez le fameux contremaître Guéguen, lorsqu'il jette dans une marmite bouillante Madeleine, une femme mise en esclavage et son bébé. Là, j'avoue que j'ai eu... Mais moi, l'homme qui m'a interpellée, c'est le père de Nonoum, qui a une attitude particulière. Alors, qu'est-ce que tu veux montrer à travers cette désapprobation qu'il a vis-à-vis de sa fille? Ok, alors pour contextualiser un peu, donc le père de Nonoum, donc Nonoum l'héroïne amérindienne, Kalinago, et son père est un grand guerrier qui a combattu les Français il y a 20 ans, quand il commençait à s'installer, et puis finalement qui a négocié un accord de paix qui a séparé l'île en deux. Hein. Et là, on est dans les faits historiques. Hein. L'île de la Martinique a effectivement été séparée en deux du nord vers le sud. Tu le mets sur la carte, effectivement, au début du roman. Oui. Mais cet accord de paix n'a pas duré très longtemps, puisqu'en dès 1655, hein, dans les années 1650, les combats reprennent. Et puis 1658, c'est l'apothéose finale et les Kalinago sont chassés, alors sont exterminés. Et les survivants quittent la Martinique, vont se réfugier à la Dominique. Et voilà, c'est la fin des Kalinago en Martinique. Et donc le père de Nonoum, dans le roman, est opposé à... Alors c'est lui qui accueille le missionnaire, le personnage du missionnaire dans le village, parce qu'il essaie de préserver la paix à tout prix.
alors que sa fille, et donc ces jeunes générations, sont plutôt... est perçue comme une guerrière. Sont plutôt, voilà, veulent aller à la guerre. Et lui, il veut tout le temps temporiser. Et je pense que c'est une métaphore assez explicite, finalement, du fait de... J'ai envie de dire que c'est presque Fanoni, hein. Chaque génération doit découvrir sa mission. Encore une fois, je n'étais pas du tout dans un portrait manichéen qu'on peut souvent avoir dans des romans jeunes adultes, où on a les parents qui sont un peu les vieux pecnos dépassés. Oui, tout à fait. Là, ce n'était pas le cas, c'est-à-dire que le père de Nounoum a été un guerrier, mais il a fait son temps. Et il est aujourd'hui vieillissant et il est dépassé par les événements. Et c'est donc à Nounoum, qui est une enfant, de s'affirmer face à ce père vieillissant, qui a été un héros pour elle, mais de comprendre que son père, c'est un héros, mais c'est avant tout un homme, un humain avec toutes ses failles. Et c'est à elle, ses paradoxes, oui. Sans le juger, sans porter de jugement sur cet homme qui a accompli sa mission dans le passé, il l'a accompli. Aujourd'hui, il est temps de passer le relais, et c'est à cette jeune génération qui vient de reprendre le flambeau, même si souvent les anciens ne comprennent pas nécessairement. Oui. Mais c'est le cycle de la vie, parce que ces anciens qui ne comprennent pas aujourd'hui étaient eux-mêmes les jeunes incompris de leur époque. Donc c'est le cycle de la vie, tout simplement. D'accord. Alors, je viens de voir que bientôt nous sommes arrivés à la fin donc, de cet entretien. Une autre question, le magico-religieux tient une place très importante dans ce roman. Il est pour moi aussi lié, donc il est comme un personnage, tout comme la nature, la forêt qui est très présente. Alors, je me rends compte que il n'y a pas de frontière en fait entre le monde réel et le monde des esprits. Donc, aux pages 112-113, par exemple, est-ce que tu peux lire le passage où on dit, qui commence par « Cette forêt est habitée jusqu'à l'énergie de Mapoya ». D'accord. Ok. Alors, je vais peut-être commencer après l'éclipse pour contextualiser un peu. D'accord. Donc, après l'éclipse, Yael m'a emmené dans la forêt sombre qui s'étend au nord de notre village, celle où aucun Kalinago ne pénètre jamais. Cette forêt est habitée par les esprits malins des Kouloubis, a-t-elle déclaré. Ils la protègent des intrus, des gens lâches et malveillants. Certains au village pensent que tu es forcément mauvaise parce que tu portes en toi l'énergie de Mapoya. Mais en réalité, personne ne sait mieux lire le cœur humain que les Kouloubis. C'est pour ça que tu resteras seul ici jusqu'à la prochaine lune. Si les Kouloubis épargnent ta vie, alors tu pourras commencer ton apprentissage à mes côtés. Alors, donc, pourquoi tu donnes cette place aux magico-religieux? Et on pourrait trouver ça surprenant de la part justement de quelqu'un qui se dit historienne, en tout cas dans la conception occidentale, une historienne, se contente des faits, etc. Or là, le surnaturel est présent, mais c'est pas choquant. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, je me suis rendu compte que, ben oui, je vis des esprits et tout. Il n'y a rien qui soit choquant, mais en même temps, on se dit, mais c'est quand même une historienne, c'est un peu étrange, non? Mais là, on est dans le passage que je viens de lire, c'est Nounoum. Absolument. Enfin, c'est même... alors, c'est pas Nounoum qui s'exprimait, c'est comment dire, son professeur, hein, le chaman du village qui la prend sous son aile pour l'initier et faire d'elle la future chamane du village, la future boyer. Le boyer, c'est ça, voilà. On appelle ça en Kalinago. Mais là, on est donc dans une perspective Kalinago, et ça faisait partie de ce que je t'expliquais tout à l'heure, hein, ma volonté de reconstituer un monde Kalinago avec leur façon de voir le monde. Et dans leur façon de voir le monde, les esprits, Mapoya, etc., sont omniprésents. C'est leur façon d'appréhender la réalité. Donc c'est un décentrement de cette norme européenne, occidentale, c'est un décentrement pour voir le monde à travers les yeux d'un Kalinago. D'accord. Voilà. Alors, à travers ce roman, on est toujours effectivement sur Nounoum, les boyers, etc., il y a des propos d'une très grande sagesse qui sont prononcés donc, à la page 116 par le boyer. Tu sais, Nounoum n'en déplaise jusqu'à fertilité. Est-ce que c'est une façon de souligner que ces peuples considérés comme inférieurs méritent, en fait tu y as déjà répondu, qu'on s'intéresse à leur vision, à leur représentation du monde, et en fait tu as déjà répondu, c'est exactement cela. C'est-à-dire qu'en fait tu retranscris la manière dont il se représentait l'univers, et en fait on n'a jamais entendu parler de cela
Oui, je trouve que c'est une façon de voir le monde qui est extrêmement moderne. Oui. Alors moderne dans le sens, dans le sens familier du terme, moderne, je dirais même futuriste en réalité. Et à l'heure où on parle d'urgence, de la décroissance, de l'urgence écologique, de retour à la terre, etc., où on parle de permaculture, il faut revenir à des techniques agricoles plus pérennes, plus respectueuses du vivant, etc. Vous avez à l'heure actuelle des ingénieurs, hein, j'en parlais récemment avec André Jude-Cadas, qui est un agriculteur, entrepreneur en Martinique, qui milite pour une agriculture justement plus respectueuse du vivant, de l'humain, et non humain. Il me disait qu'on a des ingénieurs agronomes qui viennent dans la Caraïbe, du monde entier, qui viennent dans la Caraïbe pour étudier les techniques agricoles ancestrales caribéennes qui sont en fait des techniques amérindiennes, Kalinago en grande partie. D'accord. Donc ces civilisations, hein, au-delà de peuples, pour moi ce sont des civilisations, ont beaucoup à nous apprendre pour les défis contemporains et les défis de demain. Alors une dernière question, parce que nous sommes arrivés malheureusement à la fin, c'est très passionnant. Le personnage de Naïla ressemble au début du roman à beaucoup d'Antillais vivant donc en France hexagonale, qui sont motivés par le fait de se fondre dans la masse et de se détacher de leur histoire douloureuse. Alors, par exemple, aux pages 134-135, elle parle de sa mère et du fait que celle-ci ne lui ait pas appris à parler donc, le créole. Y a-t-il toujours, selon toi, ce problème de transmission? Je pense qu'il existe toujours. Je pense qu'il y a beaucoup de mieux, hein, il y a une prise de conscience, il y a une forme de résurgence, il y a une prise de conscience qui est en cours, mais les enjeux sont tellement énormes finalement. Quand on regarde par exemple la langue créole, on est à un stade où la volonté seule ne suffit plus. Exact. La volonté seule ne suffit plus, il faut vraiment un plan d'action d'envergure, il faut que le créole soit enseigné à l'école, que le créole soit même une langue obligatoire, en fait, pas juste une option qu'on prend. Pour avoir des points au bac. Voilà, donc exact. Le personnage de Naïla, c'est vrai que c'est finalement cette jeune martiniquaise, on est en 2016, hein, au début du récit avec elle, avant qu'elle fasse son voyage dans le temps. Elle a grandi à Paris, elle est assez déracinée, et puis sa mère l'envoie épisodiquement passer des vacances chez sa grand-mère en Martinique, ce qu'elle déteste. Mais cet été-là, elle va vivre une aventure absolument extraordinaire. Mais le personnage de Naïla au début et puis le personnage de Naïla à la fin est très différent. Exactement. Et je pense que là aussi, j'étais dans cette volonté de non-jugement dont tu parlais, puisque Naïla, c'est beaucoup d'entre nous, en fait. Exact. Et on a besoin de ce parcours presque initiatique, parfois qui nous amène à quitter la Guadeloupe ou la Martinique, à aller par le vaste monde et puis à y revenir. Avec des yeux neufs, avec des yeux différents. Et je pense que quand on est... c'est Malcolm Ferdinand dont tu parlais au début, hein, qui a cette très belle formule, où il disait quand on est en Martinique, on est sur la scène d'un double crime. Exact. Un crime colonial et un crime environnemental. Et effectivement, quand on est aux Antilles, on arrive avec ce fardeau finalement. Et je pense que c'est réellement pour moi, c'est comme un parcours initiatique, c'est une quête initiatique d'apprendre à aimer ce pays. Et d'apprendre à l'aimer dans toute la profondeur de ce mot aimer. Et d'apprendre aussi, à le prendre aussi sur nos épaules, à prendre notre part de progrès pour ce pays. Et c'est ce que j'ai voulu illustrer métaphoriquement à travers cette quête initiatique de la jeune Naïla. Tout à fait. Nous te remercions vraiment. Merci à toi. On va te retrouver tout à l'heure pour la conclusion, mais c'était vraiment très très passionnant. Alors je rappelle que je vous recommande la lecture donc, de ce roman captivant, qui est à la frontière. En fait, je trouve qu'il touche tous les genres. Une fois qu'on est rentré dedans, on a du mal à le lâcher. Donc, la prophétie des sœurs serpents de Isis Labo-Caberia. Passons maintenant aux différentes rubriques que vous commencez à connaître. Tout d'abord, quelques lectures à vous conseiller. Aux éditions Une voix, une histoire, je vous recommande Le Galet bleu. Donc, les auteurs sont Laure et Viva Cuirassier. L'histoire est lue par Ingrid Bréhin-Danel. Paru aux éditions donc Une voix, une histoire en mars 2022.
Le Galet bleu est l'ouvrage qui a été primé pour la seconde édition au concours Livre Jeunesse en Caraïbes, organisé par le Conseil général de Guadeloupe. On va dire plutôt le Conseil départemental de Guadeloupe. Il a été réalisé par une mère et sa fille, comme les personnages de l'histoire. L'intrigue raconte la façon dont une petite fille, accompagnée par sa mère, va apprendre à dominer sa peur devant le chien menaçant des nouveaux voisins. Cela à l'aide d'un galet magique de couleur bleue. Le texte poétique convoque la flore à travers les manguiers, les calebassiers et autres caniques, et la faune, mangoustes, pique-bœufs et autres kyo de la Guadeloupe. C'est un livre précieux. Aux éditions Negmaron maintenant, Changement d'ai en 404, de Delphine Tinval pour le texte et de Thierry Lima pour les illustrations. Dans cet ouvrage, Thierry Lima met au service de la jeunesse son savoir-faire en collaboration avec le récit de son amie d'enfance, Delphine Tinval. Il essaye, au travers de ses illustrations, de permettre aux lecteurs, possédant ou pas un potentiel artistique, de voyager dans son univers, leur donnant l'envie de créer leur propre illustration dans l'avenir et que chacun puisse exploiter son potentiel créatif pour mieux être. Cela leur permettra de voyager tout au long de leur processus de création sur notre belle île de Guadeloupe et je dirais mieux, sur notre bel archipel de Guadeloupe. Comme elle le fait si bien dans ce récit pour la jeunesse, Delphine Tinval permet au lecteur de se replonger dans un univers de notre passé, comme on dit, en temps longtemps. Thierry Lima espère que ceux-ci, donc les lecteurs, apprécieront son travail d'illustrateur et que le style utilisé leur permettra d'avoir une base pour se lancer à leur tour dans la production d'illustrations. Aux éditions Nestor, enfin, Willem et l'arbre à pain de Jacqueline Rinaldo. Willem est une jeune collégienne bien dans sa peau. Elle a un lien particulier avec sa mémé ou sa grand-mère qui continue à être présente dans ses pensées, malgré sa mort. Elle adore un arbre à pain qui trône dans son jardin. Elle prend l'habitude d'apprendre ses leçons sous ce dernier. Elle se rend compte que ses résultats scolaires passent du simple au double. Elle se fait harceler par des élèves jaloux. Sa sœur adoptive la déteste. Un jour, elle reçoit une lettre menaçante et inquiétante. Et c'est la descente aux enfers. Comment va-t-elle s'en sortir? C'est tout pour cette rubrique quelques lectures à vous conseiller. Passons maintenant à la minute de la lectrice et du lecteur. Je vous invite à écouter Shadé qui nous parlera d'un roman de Toni Morrison qui s'intitule Paradise. Je vous rappelle que vous pouvez envoyer vos vidéos ou alors simplement un fichier audio dans lequel vous parlez d'un livre qui vous a particulièrement plu. À l'adresse suivante, émissionpréface@gmail.com. Bonjour, je m'appelle Shadé et aujourd'hui j'aimerais vous parler de Paradise de Toni Morrison. Paradise, en quelques mots, c'est le récit de vie de 9 femmes, dont 8 sont noires aux États-Unis, dans les années 50. En commençant à lire le livre, on se rend compte qu'on est à la fin. On ouvre sur une scène où des hommes noirs rentrent dans un couvent abandonné, où ces femmes vivent coupées de la société, et ces hommes viennent les tuer. Et tout le reste du livre, en fait, c'est d'essayer de comprendre ce qui a mené ces femmes à vivre en autarcie et pourquoi ces hommes veulent les tuer. Il y a 2 raisons principales qui font que j'adore ce livre. La première, c'est que c'est des récits féminins, de femmes très différentes et complexes. On a par exemple le profil de la femme qui adore séduire et qui est tout de suite vue comme un suppôt de Satan. On a aussi le profil de la femme qui subit le mariage et les enfants et qui abandonne son foyer. Et on voit aussi en fait le fil conducteur qui unit toutes ces femmes, qui est souvent ce qu'elles subissent à cause de leur sexe et de leur genre. La deuxième raison qui fait que j'adore ce livre, c'est la fenêtre en fait sur les États-Unis des années 50. Donc on est post-esclavage, en pleine ségrégation,
Et pourtant, on voit les Afro-Américains qui essayent de se relever, de prospérer dans leur Black Town, de recréer les bases de leur culture et de leur tradition. Et ça, en tant qu'antillais, c'est bien sûr quelque chose qui résonne en moi. Donc c'est pour ces deux raisons que je vous recommande ce livre, mais je me permets d'ajouter que j'incite tout le monde à lire du Toni Morrison de manière générale, parce que c'est une auteure d'une telle envergure qu'elle peut faire peur. On peut se dire que ses livres sont indigestes ou trop compliqués. C'est pas du tout le cas. Ses livres sont très accessibles et sa plume est magnifique. Et surtout, en lisant des livres d'histoire, on peut comprendre l'histoire des Afro-Américains, mais c'est en lisant des auteurs comme Toni Morrison qu'on comprend les Afro-Américains. Voilà. Passons maintenant à la rubrique Plaisir de lire. Nous écouterons la lecture d'un texte de Philippe Guyon, écrit par lui-même. Là encore, vous avez la possibilité d'envoyer une lecture de votre choix à l'adresse mail émissionpréface@gmail.com. Supplice. L'Alizé peinait à s'insinuer dans la petite pièce où nous étions réfugiés. Les fragrances de ton corps éveillaient mes synapses. Juché sur ta rotondité, j'admirais ton calice en effervescence, surplombé par un pubis soyeux tel un jardin anglais, ancré sur les argiles fines de ta chair. Je lâchais quelques lampées jusqu'à ta conque boursouflée de plaisir. Doucement ma langue plongea vers ta lagune. Soudain, ajustant ma tête vers ton pistil pourpre, tu frissonnas un court instant. Puis, pressant davantage ma tête entre tes pyramides, tu suppliais que le temps s'arrête. C'est aussi ainsi que les femmes aiment les hommes. Quelques conseils en écriture de Corinne Dossat. Votre coach, que vous commencez maintenant à connaître, écoutez-la pour de nouveaux conseils. Bonjour et bienvenue sur la capsule d'écriture par Corinne Dossat. Et cette capsule est un peu spéciale aujourd'hui. Je tiens d'abord à vous remercier parce que vous êtes nombreux à m'envoyer des petits mots sur les réseaux sociaux pour me dire que vous suivez cette capsule et que certaines vous aident. Et puis de temps en temps aussi, vous venez à ma rencontre lors d'événements littéraires. Pareil, pour me dire la même chose, pour me dire merci, merci à vous de me suivre. Et c'est pour vous que j'ai choisi de faire cette capsule aujourd'hui, une capsule où je vais vraiment donner quelques petits conseils précis pour vous encourager. Parce que dans ces échanges que nous avons lors de nos rencontres littéraires ou parfois même au supermarché ou au marché tout simplement, je sais que vous avez souvent des petits doutes, des petits questionnements, des petites questions qui reviennent régulièrement, qui vous reviennent souvent. Alors, aujourd'hui, on va juste revenir sur 5 ou 6 points qui, pour moi, j'espère, sont un cadeau pour vous, un cadeau pour vous encourager et vous pousser à aller au bout de ce projet d'écriture que vous avez en vous. Donc, quelques conseils, 5-6 conseils aujourd'hui. Le premier, je vais vous dire, ne clamez pas haut et fort à tout le monde que vous avez entamé l'écriture d'un roman. Parce qu'en réalité, vos amis, votre famille, ils vous aiment. Ils vous aiment, ils veulent vous protéger. Et parce qu'ils veulent vous protéger, ils peuvent vous décourager d'entamer ce projet. Alors, vous pouvez le dire à certaines personnes, mais il faut que vous soyez sûr que quoi que vous fassiez, elles sont d'accord et elles veulent vous encourager. Parfois, comme je le dis, c'est pas de mauvais cœur, mais c'est vraiment pour vous protéger qu'on peut vous décourager. Donc, ne clamez pas forcément à tout le monde que vous avez entamé ce projet d'écriture. Commencez-le, avancez et il sera bien temps ensuite de leur avouer, tu sais quoi, j'ai écrit un roman où je suis presque à la fin d'un roman, ce sera trop tard de toute manière, personne ne pourra vous décourager. Deuxième chose, je vous dirais, n'entamez pas l'écriture de plusieurs romans à la fois.
il y a une idée qui vous vient, qui est là, présente, prégnante. Vous vous lancez dans l'écriture de ce roman parce que vous êtes persuadé que tous les atouts sont de votre côté et que vous avez en vous la matière pour aller au bout de ce projet. Et puis, chemin faisant, parce qu'il y a un petit ralentissement dans le processus d'écriture, eh bien, il y a une autre idée qui vient, qui vous titille et vous dit, tiens, cette idée-là, allez, je vais laisser ce roman de côté, je vais entamer le deuxième parce que là, l'idée, elle est là, elle est présente, elle est forte, elle est puissante et toutes les phrases sont prêtes à surgir, les paragraphes sont prêts les uns après les autres. Illusion, ce n'est qu'illusion. C'est parce que vous avez un petit moment de faiblesse avec le premier roman qu'il y a cette idée-là qui vous vient et qui vous donne l'impression qu'elle est prête à aller jusqu'au bout. Écrivez-la. Si c'est une idée vraiment importante, notez-la quelque part. Ouvrez une page Word, notez les quelques phrases qui vous viennent et retournez à l'ouvrage du premier. Soyez persévérants sur le premier. Parce que, effectivement, j'ai des personnes qui me disent, ben, j'ai 10, j'ai 15, j'ai 20. Il y en a même une qui m'a dit, j'ai 60 nouvelles ou romans entamés dans mon tiroir. Vous avez commencé un roman, allez au bout de ce roman. Vous pouvez faire une pause de quelques jours, laisser un peu mijoter et y revenir. Mais n'entamez pas plusieurs romans à la fois. C'est un conseil vraiment que j'aimerais que vous écoutiez parce que c'est quelque chose qui revient et que j'entends souvent auprès de la bouche des personnes qui viennent me voir. Un autre conseil que je pourrais vous donner, c'est que souvent, parfois, de temps en temps, certains ne structurent pas leur roman au début. Je suis mal placée pour vous donner ce conseil parce que je suis la première à ne pas forcément structurer mes romans. Mais ce qui est étrange, c'est que plus ça va et plus j'avance dans ce processus d'écriture et plus je structure un peu. Non pas qu'ensuite je suive la structure totalement, mais en tout cas, je m'offre le luxe de me donner un cadre. Et si je déborde du cadre ensuite, eh bien, c'est mon choix. Mais quand j'ai les petits moments de doute, je reviens à ce cadre. Et c'est très, très salutaire, très, très utile d'avoir un cadre, d'avoir ce plan-là auquel vous pourrez ensuite vous référer. C'est important pour l'histoire, c'est important pour les personnages. Ça peut vraiment être une aide précieuse pour vous de structurer votre histoire. Pas totalement, mais juste d'avoir les grandes lignes. Un autre conseil serait, ne faites pas l'erreur d'écrire de temps en temps, quand vous avez le temps. Ce n'est pas possible. Vous commencez l'écriture d'une nouvelle, d'un roman, quel que soit le récit, il faut absolument que vous soyez persévérant. Il faut absolument que vous ayez instauré une routine une routine que vous allez respecter, que vous allez suivre. Ne vous dites pas, je vais écrire quand j'aurai le temps. Parce que vous savez quoi? Le temps, il peut ne pas arriver pendant des jours et des jours, des semaines et des semaines. Et quand vous allez revenir, l'inspiration ne sera pas là, ce ne sera pas fluide. Et là encore, c'est un motif de découragement, ce qu'on veut éviter. Choisissez la simplicité. N'ayez pas le syndrome de la bonne élève qui veut absolument tout faire de façon parfaite. D'accord? Soyez simple, allez à l'essentiel et le temps de l'écriture et de la réécriture sera là ensuite. Voilà, ça, je voulais juste préciser ces conseils parce que ça me revient beaucoup. J'espère qu'ils vous seront utiles. À la semaine prochaine. Et enfin, nous terminons donc ces rubriques par celle que vous attendez, dans laquelle vous découvrez donc que de nombreux films que nous aimons ou avons aimés sont tirés de romans. Une page se tourne, silence ça tourne avec Alix. Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre d'anticipation de 1966 où l'intrigue se déroule en 2022
et qui n'est heureusement pas notre réalité, il s'agit de Soleil Vert. Soleil Vert livre au titre original Make Room, Make Room, Faites de la place, est un roman de science-fiction de Harry Harrison, publié aux États-Unis en 1966, puis traduit en français par Emmanuel de Moratti et publié en 1974 aux Presses de la Cité. Harry Harrison, né Henry Maxwell Dempsey le 12 mars 1925 à Stamford, dans le Connecticut, et mort le 15 août 2012 à Crowborough en Angleterre, est un écrivain américain de science-fiction, surtout connu pour son personnage romanesque, Ratinox dans The Scentless Steel Rat et son roman Soleil Vert. Ses premiers récits sont publiés en 1949. Un grand nombre de ses premières nouvelles furent publiées sous le pseudonyme de Wade Camphert. Harrison travailla également pour des magazines pulps, créant pour cette occasion le personnage de Rick Danom. Ses plus grands succès sont des récits de science-fiction, caractérisés par leur humour et leur esprit satirique, tels que Le rat en acier inox ou Bill, le héros galactique, qui est une satire du roman de Robert Heinlein, Étoile garde à vous Starship Troopers. Passionné par l'étude du phénomène science-fiction, il a compilé plusieurs anthologies et a également publié en collaboration avec Brian Aldiss un magazine de critique littéraire, SF Horizon. Résumé. En 2022, dans la ville de New York, comme dans le reste du monde, la pollution et la surpopulation ont cours. Le manque de nourriture amène les autorités à créer des aliments artificiels et industriels conçus par la société Soylent. Le détective Thorne, assisté par le vieux professeur Sol Roth, véritable mémoire du temps passé, enquête sur la mort d'un certain Simonson, un riche privilégié proche des cercles dirigeants. Alors qu'il progresse dans son enquête, Thorne s'aperçoit que cette caste fait tout pour l'empêcher de découvrir la vérité. Le Soylent Green est en réalité fabriqué à partir de cadavres de personnes euthanasiées, alors même que le discours officiel affirme que cet aliment est fabriqué à partir de plancton. En réalité, même les océans sont devenus stériles et l'anthropophagie fait désormais partie intégrante de la chaîne alimentaire humaine et en est même le principal maillon. Lors de son adaptation au cinéma, les producteurs du film décidèrent de changer le titre de l'œuvre, craignant que le public ne fasse l'amalgame avec une série populaire de l'époque intitulée Make Room for Daddy. Le roman original, Make Room, Make Room, diffère sensiblement du film. Le thème central est le risque d'explosion démographique, toujours une crainte à une époque où la dénatalité n'a pas encore remplacé le baby-boom et où l'opinion conservatrice américaine s'oppose au contrôle des naissances pour des raisons principalement religieuses. Cependant, la pilule et l'avortement sont déjà légaux dans certains États américains. Le sujet était débattu à l'époque, la pilule est longue à se généraliser en Occident, les pays en voie de développement sont encore loin de montrer le moindre signe de décollage économique. L'entassement, le manque de place, make room, menace donc au nord comme au sud. Par ailleurs, la violence urbaine fait son apparition. Enfin, la contre-culture est en train de naître dans le quartier bohème de San Francisco, résolument anti-industriel, qui forme la communauté hippie. C'est dans ce contexte que naît Make Room, Make Room, un récit moins écologiste que malthusien. Le roman est un plaidoyer appuyé en faveur de la contraception et du contrôle des naissances, s'en prenant clairement aux églises et aux conservateurs. Le film, en revanche, sorti en 1973, est tourné en 1972. Depuis l'époque du roman, l'ère du temps a changé. La peur de l'explosion démographique, qui s'éloigne des pays industrialisés, passe désormais sans disparaître complètement derrière une nouvelle angoisse, la destruction de l'environnement et la raréfaction des matières premières. La pollution devient un thème récurrent dans l'actualité. Les premiers partis et groupes de pression écologistes s'organisent. Les producteurs et les agriculteurs opposés à l'agriculture intensive s'alarment, ainsi que le Club de Rome, qui publie depuis 1967 rapport sur rapport et vient de sortir son Halte à la croissance. Il faut souligner aussi l'impact contextuel de sortir de l'ère du gaspillage, de main et d'un essai pour le moins terrifiant du sociologue britannique Robert Rattray Taylor, intitulé Le Jugement dernier,
qui annonce à coups de graphiques la fin du monde si rien n'est fait pour inverser les tendances consuméristes. Soleil Vert arrive donc commercialement dans un contexte idéal. Comme souvent à Hollywood, Soleil Vert a failli ne pas être tourné. La MGM n'aime pas le scénario de départ. La seule utilisation du thème de la surpopulation lui paraît insuffisante. C'est une bonne idée, mais il faut rendre le film plus frappant. Pour rendre compte des préoccupations écologiques du film, le réalisateur Richard Fleischer embaucha comme conseiller technique Frank R. Bowerman, qui fut président de l'American Academy for Environmental Protection. Plus ou moins associé au script, Harry Harrison doit donc batailler pour éviter la dénaturation de son œuvre, mais reconnaîtra plus tard que les idées imposées par le studio étaient excellentes. À la surpopulation seront donc ajoutées l'euthanasie des vieillards, mais pas seulement. On aperçoit des jeunes gens dans la file d'attente, le suicide ouvert à tous y est donc institutionnalisé. Puis une idée encore plus terrifiante, le Soylent Green sera fait à partir de cadavres. C'est donc l'industrialisation du cannibalisme. L'océan agonise, hurle Robert Thorne, Charlton Heston. Le plancton a cessé d'exister, telle est la cause qu'il révèle à la fin. Par ailleurs, fut décidé presque au dernier moment, avec les stock shots choisis par le monteur du film, la scène où Sol Roth, Edward J. Robinson, avant d'être euthanasié, devient le spectateur dans un endroit qui fait penser au futur d'hommes IMAX, de documentaires animaliers, de films sous-marins, de paysages naturels magnifiques, images banales, mais qui surgissent à l'écran après 1h30 de plans généraux d'un New York devenu un bidonville, baignant dans un smog jaunâtre, rempli d'émeutiers affamés et dormant dans la rue. Le spectateur, en empathie avec l'acteur euthanasié, comprend que tout cela n'existe plus, détruit par la pollution. Le film décrit en outre des politiciens corrompus, des nantis cyniques repliés dans leur tour d'ivoire sécurisée et des scènes d'émeutes qui renvoient aux sociétés fascistes, voire à des images de camps de concentration. L'allusion au goulag est d'ailleurs manifeste lors de la scène de l'échange avec le comité des sages. « Dieu n'est plus là », dit l'une des lectrices. Certaines modifications ont été apportées par rapport au script original. La scène où Sol Roth et Thorne partagent un repas de la Belle Époque n'était pas dans le script original. Elle a été rajoutée par Richard Fleischer à la demande de Charlton Heston et d'Edward J. Robinson eux-mêmes. En revanche, une série de scènes où Thorne et Sol partagent leur appartement avec une famille a été plus tard supprimée. Le tournage s'est déroulé du 5 septembre au 3 novembre 1972 à Los Angeles et à El Segundo. Le consultant technique du film, Frank R. Bowerman, était à l'époque président de l'Académie américaine pour la protection de l'environnement. Edward J. Robinson était totalement sourd quand il a fait le film, ce qui occasionna plusieurs problèmes durant le tournage. Ce fut sa dernière apparition à l'écran. Alors qu'il interprète cette terrible scène d'euthanasie, il est déjà très malade. Atteint d'un cancer, l'acteur meurt peu de temps après la fin du tournage, le 26 janvier 1973. Charlton Heston a déclaré plus tard qu'il pleure vraiment dans la scène où le personnage de Thorne découvre qu'il ne peut plus arrêter le suicide de Sol. En fait, il était le seul à savoir sur le plateau de tournage que Robinson était réellement en train de mourir d'un cancer. Aux États-Unis, le film reçoit un accueil assez positif. Le critique E.H. Wheeler du New York Times présente cependant une analyse mitigée où il conteste la plausibilité de ce futur, mais reconnaît la maîtrise de la mise en scène. En France, Samuel Douer du magazine Télérama reconnaît au travers d'un éditorial de 2008 en citant ce film que le réalisateur Richard Fleischer a tâté de tous les genres, le plus souvent avec bonheur. Sur le site agrégateur de critiques Rotten Tomatoes, le film est crédité d'un score de 72% d'avis positifs, sur la base de 39 critiques collectées et d'une note moyenne de 6,1 sur 10. Le consensus du site indique: bien qu'il soit certes mélodramatique et irrégulier par endroits, Soleil Vert convainc finalement grâce à sa vision sombre et plausible d'un avenir dystopique. Selon le site web spécialisé Cinéma Fantastique, le film Soleil Vert demeure un monument du cinéma d'anticipation. Sorti en 1974 en France, le film a compté plus de 2 millions d'entrées, dont 700 000 à Paris, soit le troisième meilleur score pour l'ensemble des films du réalisateur Richard Fleischer,
après 20 000 lieues sous les mers, sorti en 1957, et Les Vikings, sorti en 1958. En 2009, Nathalie Magne, enseignante chercheuse en économie, évoque le film dans la revue Ethnologie française. Selon elle, Soleil vert est le film le plus ancien, évoquant une vision apocalyptique d'une planète surpeuplée et subissant une catastrophe écologique. Les personnages du film évoquent dans une atmosphère étouffante et soumise à la pollution. La vie urbaine baigne dans une ambiance de corruption et de violence. Même si aucun dérèglement climatique n'est évoqué directement, la température générale a augmenté et le temps semble constant. Au début du film, le personnage de Sol Roth explique « Est-ce que quelqu'un peut vivre dans un climat comme celui-là? La canicule d'un bout de l'année à l'autre. On se croirait dans un four. On crève à force de transpirer. » Indiquant que ce monde est devenu un enfer. Le climat n'étant qu'un des facteurs ayant transformé la vie des protagonistes de cette fiction en véritable cauchemar. Dans un article paru en 2015 sur le site Allociné, Olivier Dupuelo évoque un article du Time Magazine publié l'année de la sortie du film. Un tel chaos écologique n'est que trop probable, mais il y a eu tellement d'avertissements mélodramatiques à ce sujet dans des essais et des fictions spéculatives comme celle-ci que la réputation émousse et use le sentiment d'urgence. Ma rubrique se termine. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Alors, nous te retrouvons, Isis, pour le mot de la fin. Alors, où trouve-t-on ton livre et à quel lecteur ou lectrice t'adresses-tu? Alors, vous pouvez trouver le livre dans toutes les bonnes librairies. D'accord. Donc oui, il est en librairie. Il s'adresse à un public adolescent et adulte. Chacun aura son niveau de compréhension en fonction de son âge, hein, mais je dirais à partir de 13-14 ans, et puis pour les adultes, les grands enfants jusqu'à 100 ans. J'ai une petite annonce à faire qui est qu'en Martinique, je serai en dédicace le samedi 29 octobre à la librairie La Casabule au centre-ville de Fort-de-France à partir de 9h30 toute la matinée. Et puis au mois de novembre, je serai présente au salon de Montreuil, hein, qui est le plus grand salon de littérature jeunesse en France. Et ce sera le samedi 4 décembre. D'accord. Donc c'est le samedi, je ne sais plus si c'est le 4 décembre, en tout cas c'est le samedi. Novembre ou décembre? Alors c'est à cheval novembre-décembre, voilà. Mais le salon est à cheval entre novembre et décembre. D'accord. Donc voilà, Montreuil. Et puis le festival, le salon du livre jeunesse afro-caribéen. Oui. Et ça, ce sera le dimanche 27 novembre, donc la semaine juste avant. D'accord. Donc voilà, pour ceux qui sont en région parisienne et qui veulent me rencontrer à cette occasion, ce sera avec plaisir. Eh ben, écoute, je te remercie beaucoup, Isis. Merci à toi pour ces questions très intéressantes et pour ton accueil. Merci beaucoup. Et puis, une fois de plus, je recommande la lecture de ton roman qui est passionnant. On y apprend, non seulement on fait un voyage, mais en plus de ça, on découvre beaucoup de choses que les livres d'histoire classiques, entre guillemets, ne nous disent pas. Donc, je te dis à très bientôt, en tout cas. Merci, à bientôt. Au revoir. Je tiens à vous remercier pour l'écoute que vous nous avez accordée jusque-là. Je disais donc précédemment que cette émission, nous la dédions particulièrement à Mario Mouradel, le PDG donc de cette chaîne, qui nous a systématiquement encouragés, qui soutenait particulièrement cette émission, qui avait à cœur que la littérature soit accessible à toutes et à tous. Mario Mouradel, nous te disons merci. Merci d'avoir cru en cette émission, merci d'avoir cru en chacune et en chacun d'entre nous. Bon voyage et chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, auditeurs, auditrices, j'espère vous retrouver très bientôt. Au revoir.